attendez, excusez-moi, les inspecteurs du travail y figuraient. Mais le SNIT a tellement bien manœuvré que ça ne s'est jamais mis en place. Alors, à mon avis, il faut peut-être s'en réjouir. Parce que, très honnêtement, les inspecteurs du travail recrutés par l'ENA, je ne vois pas trop ce que ça aurait donné. Là, bon. Et je pense que là, du coup, on n'aurait plus du tout la même inspection du travail que celle dont je vous ai parlé et que celle que vous vivez. Bon, il faut quand même que vous sachiez qu'on a évité, on a raté le virage de l'ENA par la faute du SNIT, mais une fois de plus, est-ce que c'est une faute? Il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé à ce sujet-là, c'est que j'ai relu il n'y a pas très longtemps les mémoires d'un ancien ministre des Affaires étrangères de Pompidou qu'on appelait Rikiki, ou comment il s'appelait? Le petit là, petit Jobert, de Jobert. J'ai relu il n'y a pas très longtemps les mémoires de Jobert. Et dans ces mémoires, Jobert raconte que lui, quand il a passé l'ENA, bien, il l'avait passé pour être inspecteur du travail. Tenez-vous bien. Et que finalement, alors ça se termine pas très bien parce qu'il dit, tout compte fait, je me suis aperçu assez rapidement que telle n'était pas ma vocation. Bon. Donc là aussi on l'a peut-être échappé belle, mais ça m'a rappelé effectivement cet épisode où on a failli, les inspecteurs du travail, une fois de plus, ont failli être recrutés par l'intermédiaire de l'ENA. Mon commentaire, mais il faut sans doute s'en réjouir. Du coup, vraisemblablement, on a quand même perdu sur les aspects matériels, mais ça, de toute façon, comme toute la fonction publique. Hein. Sur les rémunérations, c'est comme toute la fonction publique. Et sur le statut social, vraisemblablement. Bon. C'est sûr qu'un inspecteur du travail sortant de l'ENA comme un préfet, ça parle d'égal à égal avec un préfet. Alors, comprenons-nous bien, ça n'a jamais empêché un fonctionnaire, un inspecteur du travail dans la hiérarchie, d'un inspecteur du travail, de parler comme ferme à un préfet. Mais il est évident que ça n'a vraisemblablement pas facilité les choses. À l'aune, alors si je regarde sur un siècle quasiment, hein, des attributions des inspecteurs et des contrôleurs, alors les contrôleurs dont le profil et les compétences se sont rapprochés depuis 40 ans. Hein, quand je dis c'est... les attributions des inspecteurs et des contrôleurs maintenant consistaient à l'origine, hein, essentiellement en un contrôle de conformité des règles fixées par les textes fondateurs de la législation du travail. Au début, quand je dis au début, c'est pendant quasiment 50 ans. Et les inspecteurs du travail, qu'est-ce qu'ils contrôlaient? La durée du travail, leur pause hebdomadaire, les décrets de 14 et 17 sur l'hygiène et la sécurité, et quelques autres décrets sur l'hygiène et la sécurité. Des textes d'ailleurs qui édictaient des obligations de résultat. Hein, voilà. Bon. Et on contrôlait, au fond, finalement, si les obligations de résultat étaient remplies ou pas. Et on a évolué vers une... alors, le cas extrême, c'est la médiation-régulation sociale avec son paroxysme de 80 à 85, je vous l'ai dit tout à l'heure, où là, on a été dans l'entreprise faire des choses qui ne sont pas des attributions d'inspecteurs du travail, mais les textes édictent des obligations qui sont maintenant de plus en plus des obligations de moyens, et non plus des obligations de résultats. Et c'est beaucoup plus difficile, effectivement, à faire appliquer. Et dans de nombreux domaines, hein, et donc, là, vous avez maintenant une palette, c'est ça l'évolution, changer, une palette d'obligations de moyens. Parfois, on se dit que c'est pas possible de se disperser comme ça. Hein. Je ne sais pas, moi je veux bien que vous alliez contrôler le tabagisme, je ne sais pas où, mais je ne suis pas sûr que quand vous alliez contrôler le tabagisme, vous œuvrez véritablement pour l'essentiel. Bon. Et je sais qu'on cherche à vous faire des tas de choses, c'est pas nouveau, et qui ne peuvent que vous faire perdre parfois le sens de votre mission. Alors, quelles sont les fausses pistes, de mon point de vue? Bah, c'est le conseil juridique aux entreprises, hein, aux syndicats et aux salariés. Bon, conseil juridique aux entreprises, on en a un peu parlé.
je pense qu'on n'est pas des conseils. L'inspecteur du travail, le contrôle du travail, ne sont pas des conseils juridiques. Je pense que si certains se sont perdus à rédiger des consultations juridiques, moi, je ne peux pas les apprendre. Enfin, de mon point de vue, c'est quelque chose dont il faut se méfier. L'inspecteur du travail n'est pas un économiste d'entreprise. Là aussi, il peut certainement faire appel à des experts. Enfin, je ne suis plus dans quelles conditions. Là, j'ai peut-être un peu perdu le fil, mais le comité d'entreprise peut faire appel à des experts. Je pense que l'inspecteur du travail n'est pas un relais syndical. Pour moi, il ne doit pas se charger de la transmission des revendications. Il est là il est un facilitateur, il a un rôle à jouer, mais non pas un relais. Il y a une autre piste qui me soucie et qui a l'air d'être un peu à la mode actuellement, c'est que l'inspecteur du travail n'est pas un certificateur, c'est-à-dire un distributeur d'agréments ou d'attestations. L'inspecteur du travail, ce n'est pas une caution morale, et j'ai vu encore dans un projet de texte récent qu'il faudrait que l'inspecteur du travail atteste que l'entreprise est bien conforme à je ne sais pas quoi. Je crois qu'il ne faut pas aller là-dedans. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, j'ai vu ça quand je m'occupais, par exemple, du contrôle de la formation professionnelle, ce qui est un autre domaine, là aussi, où on a perdu beaucoup. Bon, alors, en tout cas, si vous voulez, j'ai vu ça avec le contrôle des fonds de la formation professionnelle. À un moment donné, il aurait fallu, ici en Ile-de-France, mettre 20 personnes pour aller distribuer des attestations aux entreprises de formation professionnelle. C'est une connerie, il ne faut surtout pas faire ça. C'est digne de la Russie soviétique, ça, vous comprenez? Bon. C'est digne de ce que j'ai vu quand je suis allé en Albanie. Vous savez que j'ai fait de la coopération internationale. J'ai fait de la coopération internationale et je suis allé en Albanie un jour pour essayer de mettre en place une convention de coopération dans le domaine du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avec l'Albanie. Et donc, je suis allé voir les inspecteurs du travail albanais. Je crois qu'il l'a mis sur le bras. Et je suis allé voir les inspecteurs du travail albanais. Un matin, j'arrive dans un bureau, l'inspecteur du travail albanais, et il était à son bureau, donc, et puis je lui dis, quand est-ce que vous sortez, est-ce que vous allez sur les chantiers, ça m'intéresserait. Ah, il me dit, mais monsieur, moi je ne vais jamais sur les chantiers, j'ai pas le temps. Ah, bon, on n'a pas le temps. Et qu'est-ce que vous faites? Alors il m'a sorti un gros registre chagrin noir comme ça, et il me dit, je note les embauches et les embauches et les licenciements des entreprises. J'ai dit, quoi? Vous notez les embauches et les licenciements? Oui, oui, les entreprises sont obligées de me déclarer toutes leurs embauches et tous leurs licenciements. Alors ça m'a rappelé évidemment l'ordonnance de 45, qu'on n'a jamais heureusement fait appliquer. Et autrement dit, mon inspecteur du travail albanais, il a mis une occupation qui ne servait à rien. C'est-à-dire qu'il notait les entrées et les sorties de personnel dans les boîtes qui voulaient bien lui signaler, d'ailleurs, pas dans les autres. Bon. Autrement dit, ça, c'est ce que j'appelle de l'inspection du travail soviétique. Bon. Et je crois que là, il faut que nous nous gardions de ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que nous portions des attestations, des agréments, des choses comme ça. Il y a également un domaine où je crois que l'inspecteur du travail doit considérer qu'il n'est pas le plus compétent, c'est celui de l'emploi et de la formation professionnelle. Parce que pour moi, c'est un terrain aventureux que celui d'expert en emploi et en formation professionnelle, un terrain revendiqué par des instances décentralisées, comme vous le savez, essentiellement les conseils régionaux, qui ont des personnes très compétentes pour s'occuper de cela. Pour moi, l'inspection du travail, ça c'est, pour moi c'est essentiel. Ce que je vous dis, bon alors maintenant, vous voyez ça à l'aune de vos préoccupations, vous qui êtes encore en activité. Pour moi, l'inspection du travail doit rester un pivot des attributions régaliennes de l'État. Voilà. C'est pas du tout aller s'occuper d'économie dans l'entreprise ou être un expert en emploi, en formation professionnelle. Ça, rien. L'inspection du travail doit rester un pivot des attributions régaliennes de l'État, comme la justice, la diplomatie, la police, la défense. Ça, bon.
ses compétences et son expérience de l'entreprise et des rapports sociaux sont garants, à mon avis, avec son rattachement à la puissance publique d'État, qui est fondamentale. Une inspection du travail décentralisée, comme je l'ai vu dans certains États, c'est une catastrophe. Excusez-moi, c'est une catastrophe. J'ai vu ça, moi, en faisant de la coopération internationale. J'ai vu un peu ce qui se faisait dans ces domaines-là, dans les pays de l'Est notamment. Ça ne va pas. Quand vous dites décentralisé, c'était quoi? Ça veut dire que c'était les régions qui avaient... l'autorité d'élus régionaux. D'accord. Je ne confonds pas avec déconcentré. Non, non, mais... Excusez-moi, monsieur Sinigalia, je dois rappeler que la déconcentration et la décentralisation, c'est deux choses différentes. La déconcentration, c'est donner des pouvoirs à un représentant de l'État en région ou en département. Le préfet est une autorité déconcentrée. Le président du conseil régional est une autorité décentralisée. Bon, c'est-à-dire que c'est l'État central qui donne des attributions à un niveau inférieur, géographiquement distinct et à des élus. Donc, si vous voulez, j'ai vu, moi, des inspections du travail décentralisées. Excusez-moi, ça, c'est pas une bonne chose. C'est pour ça que je dis que ça doit rester un pivot des attributions régaliennes de l'État. C'est-à-dire rattaché à la puissance publique d'État. Bon. Et moi, je pense que ça, de toute façon, c'est une condition sine qua non de l'indépendance. Puisque nous allons venir sur l'indépendance, c'est une condition sine qua non. Si l'inspection du travail, pour pas dire les inspecteurs du travail, ne reste pas une attribution régalienne de l'État directement soumise à l'autorité centrale, alors là, je suis désolé, d'abord ce serait contraire à une convention internationale, comme vous le savez, mais ceci serait aussi totalement invraisemblable de pouvoir prêcher l'indépendance. Ce serait terminé. Moi, vous savez, nos présidents de conseils régionaux, des gens très bien, d'ailleurs, la plupart ils sont de gauche en France. Hein. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour assurer l'indépendance. Excusez-moi, vous le dites. Au cas où vous en douteriez. Et disons que, moi je sais qu'en Aquitaine, on a un excellent président du conseil régional. Il s'occupe de beaucoup de choses. Il est très compétent dans le domaine économique. Mais il veut s'occuper entièrement de l'emploi de la formation professionnelle. Grand bien lui fasse. Il ne faut surtout pas qu'il s'occupe de l'inspection du travail. Là, je sais comment ça se terminerait. Il ferait de nous des agents du conseil régional chargés d'appliquer la politique du conseil régional. Et alors, ce jour-là, mes petits amis, l'indépendance, bien, c'est plus la peine d'en parler. C'est plus la peine d'en parler. Alors, parce que notre indépendance, c'est quoi? C'est pas l'autonomie. C'est pas possible. Nous sommes des fonctionnaires, hein, on est d'accord, insérés dans une hiérarchie, par le biais d'un corps de la fonction publique, je le rappelle, hein, les structures de fonction publique en France, rémunérées par l'État ou pro bono. Donc notre indépendance, ce n'est pas de l'autonomie, on est bien d'accord. Notre indépendance, c'est quoi? C'est notre capacité à faire appliquer les dispositions du Code du travail à la lettre et dans l'esprit, en dehors de toute pression indue. C'est ça, pour nous, ce que doit être l'indépendance. Alors, quand on a dit ça, on a fait une définition plus ou moins bonne. Quand on la lit en négatif, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On doit rester... on doit être le pouvoir régalien, d'accord, l'autorité centrale, d'accord, et on doit avoir une hiérarchie dans le corps. Je pense qu'on ne peut pas être un corps sans hiérarchie. C'était mieux quand il n'y avait qu'un DD, quand il n'y avait qu'une tête de la hiérarchie. Bon, on a multiplié la hiérarchie pour des raisons... je ne vais pas chercher les raisons, mais
de déroulement de carrière, comment vous appelez ça, pyramidal. Enfin, bon, mais voilà, si vous voulez, je pense qu'on était mieux, c'est sûr, en 1965 ou même en 70, et du point de vue de l'indépendance qu'on ne l'est aujourd'hui. Bon, on était peut-être... mais je pense que c'est encore possible parce que justement, on ne sort pas de l'ENA. On n'a pas des copains préfets, même si demain les préfets, vous savez, dites-vous bien qu'il restera demain que des préfets de région, très rapidement. Peut-être dans quelques gros départements, mais ils ne sont pas d'illusion. Quand j'en parle avec eux, ils disent « nous, on ne veut pas devenir sous-préfet ». C'est sous-entendu préfet de département. Et donc, ça, c'est totalement évident, ils le savent. Je ne pense pas que le poids de la préfecture se soit accru sur l'inspection du travail profondément. Les préfets ont beaucoup de préoccupations dans le domaine de l'emploi, vous le savez, dans d'autres domaines, bien entendu, n'en parlons pas. Je ne pense pas que, de leur part, il y ait un mouvement dans ce sens-là. Votre seul problème, c'est celui de la hiérarchie du corps. Pour moi, voilà, c'est une hiérarchie trop pesante. Voilà. Comment faire pour en sortir? Parce que contrairement à ce que certains m'ont dit, moi, à l'origine, lorsqu'on a créé cette hiérarchie intermédiaire, plein de gens m'ont dit, mais au contraire, ça va être bien mieux, parce que au moins ceux qui vont être là, en position intermédiaire, ils auront des préoccupations et telles que le directeur départemental ne peut plus avoir cette préoccupation-là, et on n'a qu'à y gagner. Ben, c'est pas vrai, moi j'ai toujours dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et comment on fait pour revenir en arrière? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Et chez Sinigalia, vous me disiez les pressions externes, les politiques, finalement, régional de Poitou-Charentes pendant 7 ou 8 ans. Et donc, j'ai côtoyé ce monsieur-là. J'ai jamais pu, quand il était président du conseil régional, j'ai jamais pu avoir rendez-vous avec lui. J'ai jamais pu avoir rendez-vous avec lui. Parce qu'il considérait que je représentais l'inspection du travail, un emmerdeur pour les entreprises, et que donc il n'avait rien à me dire. Bon, non, mais je crois que c'est ça. Hein. Il ne faut pas que vous pensiez que les politiques, qui changent d'ailleurs d'état d'esprit et de mentalité, les politiques nous respecteront si nous continuons à être effectivement des représentants de l'autorité centrale, c'est-à-dire si nous sommes, que nous avons des pouvoirs régaliens. La seule catastrophe qui puisse nous arriver, c'est que dans chaque région, on ponde un code du travail comme en Nouvelle-Calédonie, et là, alors à ce moment-là, allez demander à votre collègue de Nouvelle-Calédonie si l'indépendance, il sait ce que c'est en Nouvelle-Calédonie. Vous allez voir la catastrophe que c'est. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Alors maintenant, je vous écoute. On a une heure devant nous pour discuter, si vous le souhaitez. François, tu veux parler? J'ai l'impression. Il n'a pas écouté. Si, il a 12 questions aussi. C'est pas forcément des questions, vous parlez, puis c'est tout. Si je dois rebondir, je rebondirai. Alors, si vous voulez, les problèmes d'indépendance aujourd'hui qu'on a depuis quelque temps, c'est d'abord le ministre lui-même qui pèse sur certaines de nos décisions ou sur la façon dont certains de nos collègues contrôlent. On a eu l'exemple sur
sur Rouen, justement, l'affaire Marteau, ce qu'on appelle, c'est un patron du coin. Excusez-moi, mais Rouen, ça fait maintenant... Oui, non, mais bon, c'est à Rouen. Ça fait bientôt 40 ans que j'ai quitté Rouen. Donc. Voilà, donc on a eu le problème de Renault Aulnay, Citroën Aulnay, pardon, où le DRH est intervenu directement au cabinet pour dire qu'est-ce que c'est que cet inspecteur qui est venu foutre le bordel chez nous. Et voilà, bon, on a des affaires quand même avec les patronats locaux qui sont relayés par les DR et les DD. Alors parce que les DR et les DD, enfin les RUT, sont maintenant en statut d'emploi, donc sont quand même avec des statuts relativement précaires et sont relativement sensibles aux problèmes politiques. D'autant plus qu'une partie de ces directeurs maintenant ne sont plus du corps de l'inspection du travail, mais sont des énarques, des gens de la DGCCRF, et d'ailleurs ils n'ont aucune notion de ce que c'est que l'indépendance de l'inspection du travail. Donc on a ce genre de choses. L'autre sujet, c'est la façon dont ils restructurent nos services. Je donne plusieurs exemples. La façon dont, par exemple, ils ont fait la fusion, où on a toujours des inspecteurs spécialisés, et de plus en plus d'inspecteurs spécialisés sur un secteur d'intervention. On a un inspecteur qui s'occupe des travaux entre Lyon et Turin sur la SNCF, là, sur le tunnel. On a des collègues il y a une collègue qui s'occupe de la RATP sur la région parisienne. Donc vous pouvez imaginer que les pressions de la RATP sur cette collègue sont extrêmement importantes. C'est un aspect que je n'ai pas abordé, mais On a le problème on a 3 collègues sur Paris qui s'occupent de la SNCF. Donc ces 3 collègues sont complètement d'abord étranglés par l'énorme boulot qu'il y a, parce qu'ils font tout, hein. Toutes les gares jusqu'au fin fond de l'Île-de-France, plus tous les travaux sur l'Île-de-France. Donc comment ces collègues peuvent mettre en cause la SNCF, c'est extrêmement délicat. Parce que la SNCF, vous imaginez ce que ça peut être en transports régionaux déjà, et en transports nationaux. On a le problème aussi de l'idée que maintenant la DGT est en train de nous concocter, c'est des super inspecteurs qui seront des DA, qui seront les responsables de la section, avec 10 inspecteurs et 30 contrôleurs en dessous, ou 5 inspecteurs et 10 contrôleurs en dessous, c'est-à-dire ce sont eux qui donneront les dossiers. Ouais. Un des spécificités de notre indépendance, c'est de s'autosaisir nous-mêmes. On choisit de suivre telle affaire. Ouais. Quand on va avoir quelqu'un qui va nous distribuer les dossiers, on va se retrouver dans une non-indépendance. Il y a un monsieur au-dessus de nous qui va nous dire, voilà, un monsieur ou une madame, très très bon. Voilà, on est sur ce genre de pression et de... On a des sections qui ne sont pas généralistes. Et on a des agents de contrôle qui ne sont pas généralistes. Hein, ils sont spécialisés à amiante. On les dit, bah, toi tu feras que le bâtiment. Toi tu ne feras que l'amiante. Alors ça c'est la catastrophe. Alors ça, voilà, permettez-moi de réagir là-dessus. En ce qui concerne le ministre, ça, vous aurez toujours un ministre. Bon, le problème c'est, vous aurez toujours un ministre, vous n'êtes plus fonctionnaire, vous aurez toujours un ministre. Bon, ça, alors là, en revanche, ce qui m'inquiète beaucoup dans ce que vous venez de me dire, c'est la rupture du principe inspecteur du travail généraliste. Vous savez, moi, j'étais contre le fait qu'il puisse y avoir des inspecteurs du travail spécialisés transport et spécialisés agriculture. J'ai toujours pensé que c'était une catastrophe. Et que si le lobby des transports et le lobby de l'agriculture s'est opposé pendant des années à la fusion, c'est parce que eux, ils y trouvaient leur compte. Parce que c'est une catastrophe. Vous vous rendez compte, quand vous êtes à l'agriculture, fatalement, vous ne pouvez qu'être écrasé par le dispositif. Bon. De même au transport. Donc si on a fait l'effort qu'il fallait faire, c'est-à-dire si on a remis ces gens-là dans le champ, c'est pas pour les respécialiser, parce qu'on va retrouver les inconvénients qu'on avait auparavant. Parce que moi, je ne veux pas critiquer les collègues de l'agriculture et des transports.
transports. L'agriculture, il faisait d'ailleurs des choses, il avait des attributions qui étaient beaucoup plus larges. Et moi, j'ai bien connu les inspecteurs du transport, notamment à Rouen, quand il y avait un inspecteur des transports avec qui on s'entendait, ce qui n'a pas toujours été le cas. Avec qui on arrivait à discuter, on avait des réunions de service ensemble, etc. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas être indépendant si on se spécialise. Ça, c'est pas possible. Inspecteur du travail, pour qu'il soit indépendant, il faut que ce soit un généraliste. Et un généraliste qui s'autosaisisse. Là, je suis de votre avis. C'est-à-dire qu'il faut conserver strictement notre système original de section généraliste. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut passer toute sa carrière dans la même section, ça c'est autre chose. Bon. Parce que ça doit être asséchant. Malheureusement, j'ai un peu connu ça avec l'ancienne génération. Alors là, l'indépendance, moi quand je suis arrivé à Niort, l'inspecteur du travail, le seul inspecteur du travail du département, il était dans le département depuis 30 ans. Il avait 55 ans ou 60 ans, il était dans le département depuis 30 ans. Ce qui veut dire qu'il allait... Et quand je discutais un peu avec lui, quand je regardais un peu ce qu'il faisait, il allait toujours voir les mêmes boîtes. Toujours les mêmes boîtes, il allait. Et dans son système, c'était ça. Là, tiens, d'habitude, je vais voir machin au mois de janvier. Alors il allait voir machin au mois de janvier. Et puis il avait ses têtes de Turcs. Il avait ses têtes de Turcs et les boîtes qu'il voyait. Au bout de 30 ans, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein? Et puis, il y avait des nouvelles boîtes, il ne les voyait pas. Les chantiers du bâtiment, c'est embêtant parce qu'il fallait se décarcasser, aller trouver à droite et à gauche. Quand on y avait été une fois, il fallait revenir pour voir si le travail avait été fait. Bon, donc si vous voulez, là, il faut bien comprendre que notre indépendance, parfois, on l'use aussi nous-mêmes. Bon, alors, cet aspect-là, vous voulez, je veux bien qu'on n'en parle pas. Bon, je pense qu'il ne faut pas qu'un inspecteur du travail, tant pis pour celui ou celle d'entre vous qui est depuis 15 ans dans la même section, mais je dis que ce n'est pas forcément très bon. Non mais tant pis, je vous le dis. Ça nous fait du bien. C'est pas forcément très bon. Bon, mais passons de cet aspect-là. Ce qui, pour moi, est fondamental pour l'indépendance, et ça le sous-entendait dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'inspecteur du travail reste un généraliste qui s'autosaisisse dans un secteur géographique donné. Alors, après, qu'il y ait des prérogatives hiérarchiques qui soient... on est en droit français. On peut toujours déposer un recours hiérarchique devant le ministre, que vous voulez. Ou alors, il faut changer complètement la structure administrative de la France. Donc, on n'en est pas là. Bon, il faut quand même qu'on ait conscience que notre indépendance, elle doit s'exercer dans le cadre de l'organisation administrative de notre pays. Et là-dessus, incontestablement, tout citoyen a la possibilité de porter recours hiérarchique, sauf s'il doit y avoir un recours préalable, etc. Mais enfin bon, dans le cadre de l'aménagement des recours, devant le ministre. Et là, à partir de là, ça c'est la limite de notre indépendance. En dehors de ça, je pense que créer ce que vous êtes en train de me dire, c'est-à-dire, et que je craignais déjà quand j'étais en activité, c'est-à-dire qu'on crée une sorte de super inspecteur, comme au fisc, comme aux finances, qui supervise, je ne sais plus comment ils appellent ça aux finances, une batterie, non, c'est plus pas une batterie, ils appellent ça. Une brigade. Une brigade, voilà. Il supervise une brigade. Alors ça, si vous voulez, c'est très mauvais. C'est même plus de l'indépendance. Je crois que là, on ne peut même plus invoquer l'indépendance de l'inspecteur du travail. Parce que ça, c'est plus possible. Je me demande dans quelle mesure c'est conforme à la réglementation. Hein? Monsieur Trébault, je voudrais poser la question. Vous dites à la fois, oui, il faut une inspection du travail généraliste qui s'autosaisisse par rapport... s'autosaisissent par rapport dans la limite de ses attributions. Contrôle, dans la limite de ses attributions. Voilà, dans la limite de son secteur, géographique de contrôle. Attribution géographique voilà. Et professionnelle. Et que pensez-vous des objectifs chiffrés qui s'appliquent à tout le monde? C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, transport routier, temps de contrôle pour tout le monde, hein,
quelle que soit la section, si elle est impactée ou pas, etc. Alors que, bon, est-ce que vous ne pensez pas que ces objectifs chiffrés s'opposent à cette inspection du travail généraliste qui s'auto-saisit en fonction, évidemment, sachant qu'effectivement, on ne fait pas n'importe quoi et n'importe comment, et bon, qu'on s'auto-saisit en fonction de ce qui se passe sur le secteur de contrôle sur lequel on se trouve. Si vous allez Vous ne pensez pas que c'est si vous allez faire du contrôle fiscal dans les entreprises de votre section, ça va pas aller, ça c'est évident. On est bien d'accord. Hein. À un moment donné, il y a des limites, quoi. Mais ça va pas, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas antinomique avec le fait de demander une certaine activité. Bon, attendez, moi j'ai connu les inspecteurs de l'ancienne génération, c'est-à-dire ceux qui avaient été recrutés il y a bien longtemps, les anciens instituteurs, ils sortaient pour aller chercher de l'argent à la banque. Hein. Donc il y a un moment donné où, si vous voulez, je crois qu'il faut quand même réagir. Parce que, si vous voulez, il y a un moment donné où il n'y a plus de décence, là. On est dans l'indécence. Excusez-moi, on est dans l'indécence. Donc, non, ils faisaient tout au bureau, c'est tout. Ils ne sortaient pas de leur bureau, ils étaient comme mon Albanais, là. Donc, moi je pense qu'on doit pouvoir arriver à concilier le fait que l'inspecteur du travail soit un généraliste qui s'autosaisit dans le cadre d'une section et dans la limite de ses compétences géographiques et professionnelles, on est bien d'accord. Et on doit pouvoir concilier ça avec le fait qu'il doit y avoir une certaine activité. Non pas une activité dictée, C'est le cas. une activité numérique, chiffrable. C'est le cas aujourd'hui. C'est la question que je vous posez, parce qu'aujourd'hui c'est le cas. Il ne s'agit pas de dire vous mettrez tant de PV à l'article machin. Ça c'est horrible. Ça c'est contre l'indépendance totale. Si vous voulez, il y a ce qui est conciliable avec l'indépendance, pour moi, est-ce qu'il ne l'est pas? Bon. Donner des directives d'activité, on peut donner des directives d'activité à mon avis, sans toucher à l'indépendance. En revanche, si on vous donne comme directive de mettre tant de PV à l'article tant, ça va pas. Ça, c'est totalement contraire. Moi, alors là, c'est même contraire à l'éthique. C'est même plus l'indépendance, c'est l'éthique. On n'en finit plus, là. On n'en finit plus. Moi, un jour, j'ai refusé à un préfet d'aller organiser... Attendez, je vais vous dire ce qu'il me demandait. Il me demandait d'aller organiser un référendum dans un commerce pour savoir si les salariés étaient d'accord pour travailler le dimanche ou pas. Ben ça, je suis désolé. Moi, j'ai dit au préfet, monsieur le préfet, c'est contraire à mon éthique. Il a piqué une queulante terrible. Il m'a dit, vous entendez parler de moi, j'ai jamais entendu parler. Parce que si vous voulez, il y a des moments où il faut arrêter. Voilà. Ça, c'est contraire à l'éthique. C'est même plus contraire à l'indépendance, c'est contraire à l'éthique. Non, c'est pas possible. Et pas aller organiser un référendum dans un commerce pour savoir que si les salariés sont d'accord pour le dimanche ou pas, pas chargé de faire ce que vous voulez. Pas notre attribution. Donc, là, je pense que notre indépendance, c'est comme ça aussi que nous pouvons la défendre. Pas simplement sur la notion d'indépendance, mais sur la notion d'éthique aussi. Possible. Bon, alors, il y a des choses qui sont compatibles, à mon avis, avec l'indépendance, et d'autres qui ne le sont pas. Ce que vous êtes en train de m'exposer, ce que Sini Gallia est en train de dire sur ces constitutions de brigade, alors ça, à mon avis, c'est la négation de l'indépendance. Mais ça peut être aussi plus subtil, c'est-à-dire que, pour compléter ce que tu dis, sans dire aux gens, vous allez mettre tant de PV sur tel sujet, on va leur demander de contrôler, par exemple, contrôler 1200 journées de travail d'un salarié du transport, ce qui veut dire qu'on va utiliser notre temps de travail de façon importante sur ce sujet-là au détriment d'autres choses. Donc finalement, ça oriente aussi notre activité sur certaines choses. C'est la multiplication des campagnes aussi. C'est ce qu'ils appellent les objectifs des campagnes. Voilà. C'est ce dont vous parlez. J'ai connu ça, oui. De mon temps, ça commençait à exister, ça. Ça commençait à exister. Et les plans d'action, oui. Là, il y avait parfois des choses que nous décidions entre nous qui n'étaient pas si mal que ça. Oui.
Je suis d'accord avec vous, mais là, Ouais, vous vous souvenez c'est pas, imposé à vous tout souvenez le pas, monde, quelles que soient les réalités, quelles que soient les réalités d'un secteur d'activité, ce que je veux Oui, dire. non mais ça c'est des choses qui sont imposées ex abrupto, là, d'en haut, et puis et qui tombent. En revanche, moi je me souviens que nous avions, enfin à mon époque en tout cas, je ne sais pas ce qui se passait, nous étions mis d'accord, au cours des journées que nous faisions, nous étions mis d'accord pour focaliser sur certains objectifs, parce que nous étions d'accord pour dire que dans la région, il était bon de faire des choses de Mais ce n'était pas des objectifs chiffrés. C'était pas les C'était objectifs. les- Je me souviens bien, c'était sur la durée du travail. Puis c'était ce qu'on appelait les actions prioritaires. Oui, à oui, c'est l'époque. ça. Voilà, on appelait ça peut-être Et comme ça. c'était beaucoup moins pesant que ce qu'on a actuellement. Parce qu'actuellement, il faut qu'on rende des comptes chiffrés sur les plans d'action, sur les campagnes. Mais les actions prioritaires, c'est aussi parce que vous le demandiez, parce que vous Ouais, disiez, c'est- voilà, oui. si on se met d'accord pour le faire, je vois pas où est l'atteinte à la dépendance, il n'y en a pas. Alors, le problème, c'est que maintenant, on a je ne sais combien de plans d'action pour l'année, plus les campagnes alors les campagnes nationales, les campagnes européennes, Campagne régionale. campagnes régionales. Département. Alors moi, je veux pas... Quelle est la liberté qu'on a justement de s'autosaisir une fois qu'on a rempli toutes ces campagnes, toutes ces obligations, il y a notre marge de manœuvre est beaucoup réduite. Et en plus, on nous demande des comptes, effectivement. Et des comptes chiffrés, si on ne remplit pas, ça ne va pas. Donc, Je ne suis plus dans la hiérarchie, je ne peux rien vous dire là-dessus. Non, mais c'est le problème. Hein. Moi, je vous ai dit comment je concevais la dépendance. Je sais que pour vous, effectivement, si on vous met des obligations de ce type-là, ça va au-delà. Moi j'avais une question. Oui. Moi je suis dans le ministère depuis peu, c'est-à-dire depuis 2005. Depuis 2008, il y a eu une résurgence d'un mouvement que vous avez dû connaître, qui est le mouvement des contrôleurs spécifiques, avec des revendications spécifiques dans leur statut, leur rémunération par rapport aux inspecteurs du travail. Un mouvement qui a été beaucoup plus vivace peut-être de votre temps, dans les années où vous étiez en fonction. Je ne sais pas exactement, parce que l'historique est assez long de ce mouvement. Les anciens le connaissent. Il a démarré après 68, je vous l'ai dit. Il a démarré après 68. Donc aujourd'hui, il y a à nouveau il y a eu un renouveau de ce mouvement dans des proportions apparemment moindres en termes de masse mobilisée que ce qui avait eu lieu dans les années 80. J'aimerais avoir votre sentiment sur ce clivage qui semble exister et sur ce que vous en pensez, comment vous l'avez vécu et de ce que vous savez aujourd'hui du métier des contrôleurs, comment est-ce que vous le ressentez, légitime, pas légitime, voilà, comment, ce que vous en pensez. C'est un mouvement qui s'inscrit d'une façon qui s'inscrit dans quelque chose de plus large et qui concerne finalement un certain nombre d'attributions, aussi bien dans le public que dans le privé, qui sont désormais exercées par des personnes qui ont un profil d'études, de compétences, d'expérience parfois, comparable à celui d'une personne qui a un statut supérieur, tout point de vue, c'est-à-dire supérieur quant à l'avancement, quant aux attributions, quant aux rémunérations, et qui automatiquement crée des conflits. C'est-à-dire, pourquoi nous n'avions pas de difficultés avec les contrôleurs avant 1970 ? Je vous l'ai dit. Les profils n'étaient pas du tout les mêmes. Le niveau de recrutement n'était pas le même. Les attributions n'étaient pas forcément les mêmes. On pouvait cantonner les contrôleurs qui étaient en section, ils étaient assez peu nombreux, Yves Sinigalia nous l'a rappelé, on pouvait les cantonner parfois à des contrôles d'établissements de moins de 5 ans, ils ne se sentaient pas pour autant brimés. Bon. Le mouvement est parti du fait que on retrouve contrôleurs, ou dans les emplois de contrôleurs, ou dans des emplois, parce que ce ne sont pas des fonctions, ce sont des emplois, dans les emplois de contrôleurs, des personnes qui ont un profil
supérieur parfois à celui d'un inspecteur. Mais ce n'est pas propre à nous, c'est partout. C'est dans le privé, c'est dans le public, dans toutes les administrations. Dans ma génération, 5% de ma génération avait le bac, et on doit être entre 1,5 et 2% à être à bac plus 5. C'est à peu près de cet ordre-là. Ma génération. Je suis né en 1939. C'est pas il y a... Maintenant, la génération de ceux qui arrivent sur le marché du travail, 50 ans après, combien 69, 70% au bac. Et je sais pas, il y en a combien 45, 50% sont à bac plus 5. Peut-être pas autant. Ça veut dire fatalement que les emplois, par exemple les emplois publics comme chez nous, en 50 ans, le nombre d'inspecteurs a été multiplié quoi, par 2, et le nombre de contrôleurs par 3 ou 4. Donc automatiquement, on se retrouve, si vous voulez, sur des emplois d'inspecteurs avec bien, automatiquement une sélection entre guillemets qui fait que beaucoup de ceux qui pourraient aspirer à être inspecteurs ne sont pas inspecteurs. Ils le seront peut-être demain, pour l'instant ils ne le sont pas. Et il n'empêche que nous sommes dans un corps de la fonction publique où il y a le cadre A, le cadre B, etc. Personne ne veut y toucher à ça. Enfin, je ne crois pas. En tout cas, je n'ai pas envie qu'on veut y toucher. Donc automatiquement, bien, on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas les attributions qu'elles pensent pouvoir exercer et qu'elles n'ont pas la possibilité d'exercer parce qu'elles n'ont pas le grade pour les exercer conformément au statut de la fonction publique. Alors il s'ensuit évidemment ce que j'appelais tout à l'heure des revendications, des contestations, des pertes de confiance, etc. Alors moi je ne sais pas comment on peut régler ça. On peut le régler en considérant qu'il n'y a plus de contrôleurs dans le corps de l'inspection du travail, ou que les contrôleurs ont des attributions très spécifiques. Des attributions de gestion, très spécifiques, des attributions de contrôle très spécifiques, et en revanche, mais ça, c'est aussi aux organisations syndicales autant qu'à